Dans ce chaos généralisé, la France fait donc encore le pari du dialogue, mais aussi de la fermeté. Emmanuel Macron a pris la parole il y a quelques instants depuis Chypre, pays membre de l'Union européenne. L'île abrite une base militaire britannique touchée par un drone iranien il y a quelques jours. Lorsque Chypre est attaquée, c'est l'Europe qui est attaquée, dit le président français. Clovis Casali, Emmanuel Macron s'affiche sur le terrain pour apporter son soutien à Chypre. Oui, le maître mot, c'est solidarité française envers Chypre, mais aussi européenne. Vous l'avez dit, une phrase forte. Lorsque Chypre est attaquée, c'est l'Europe qui est attaquée. C'est exactement ce que le président chypriote disait avant la venue du président de la République. Il soulignait que c'est vraiment la sécurité collective de l'Europe qui est en jeu ici, avec Chypre qui vient sous le feu iranien, ou plutôt des drones du Hezbollah ces derniers jours. Le président de la République, Emmanuel Macron, a donc donné ce discours à Chypre. Tout à l'heure, il sera sur le porte-avions Charles de Gaulle, fleuron de la marine française, où il dira aussi quelques mots. Alors, dans ce premier discours, qu'est-ce qu'il a dit ? Clairement, il a voulu souligner la solidarité, mais il a aussi voulu rassurer les partenaires de la France, Qatar, Émirats arabes unis, Koweït. Il a souligné qu'il avait parlé en amont de sa visite avec Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Pourquoi ? Parce que le Liban, qui est un pays ami de la France, un allié aussi, avec des liens culturels historiques forts et politique avec la France, eh bien, le Liban, et c'est forcément une raison, c'est un sujet de préoccupation pour la France et pour l'Europe aussi. Qu'est-ce qu'il a dit, Emmanuel Macron ? Nous sommes vigilants par rapport au Liban. Le Hezbollah, clairement, a commis une faute en attaquant Israël. Mais ensuite, Israël a répondu et il faut arrêter ces combats. Il faut tout d'abord que le Hezbollah stoppe ses attaques pour qu'ensuite Israël fasse de même. Rappelez-vous, ces derniers jours, Emmanuel Macron avait aussi appelé Netanyahou pour lui dire « Attention, pas d'invasion terrestre, ce serait la pire des choses. Ça sèmerait encore plus le chaos, pas seulement au Liban, mais aussi dans la région. » On va écouter Emmanuel Macron qui parle plus généralement du but de sa visite. Vous allez voir, les objectifs sont multiples. Cette mobilisation de notre marine est inédite. Elle se fait évidemment avec la mobilisation aussi de nos forces aériennes et terrestres dans la région. Et elle manifeste la volonté de la France de contribuer à la désescalade, à la sécurité de nos ressortissants, à la sécurité de nos partenaires et à cette libre navigation et cette sûreté maritime à laquelle nous voulons, par ce biais, œuvrer. Voilà, on va revenir dans un instant avec vous, Clovis, sur le détroit d'Ormuz, parce qu'il y a des choses à dire. Paiement Azmoudeh, vous êtes consultant en géopolitique chez Forward Global. L'objectif, dit Emmanuel Macron, c'est de contribuer à la désescalade. La France fait encore là le pari, finalement, des négociations, du dialogue. Est-ce peine perdue, selon vous ? Écoutez, quand il s'agit du Liban, au moins précisément, la France a au moins une carte à jouer. Évidemment, il y a un rôle historique fort. Quand on parle du conflit plus général en Iran, dans le détroit d'Ormuz, on va y revenir dans un instant, la France, évidemment, a un rôle beaucoup plus marginal à jouer et on en reparlera. Mais au moins pour le Liban, la France peut éventuellement contribuer à renforcer le positionnement de l'État libanais au moins. Après, échanger avec Benjamin Netanyahou, c'est très bien, mais je ne pense pas que le Premier ministre israélien est vraiment à l'écoute du président français. Malheureusement, je pense que lui, il a ses objectifs. Lui, il s'est lancé dans une guerre où il se voit gagnant, et contre la République islamique et contre ses forces proxy, notamment les Hezbollah. Donc je pense que l'armée israélienne va rentrer et va faire ce qu'elle a envie de faire. Sur le Liban, il faudra peut-être rappeler que la France aussi avait joué un rôle, elle avait pesé sur le cessez-le-feu en 2024 entre le Hezbollah et Israël. Tout à fait. Donc là, déjà depuis 2024, on est rentré dans un cycle encore plus existentiel pour cette axe de résistance qui avait été créé par la République islamique. Donc on l'a vu à Gaza avec la Hamas, on l'a vu en Syrie avec la chute du régime de Bachar al-Assad, on l'a vu avec l'affaiblissement d'Hezbollah par les Israéliens depuis la guerre de Gaza. Et donc là, Benjamin Netanyahou, il voit en fait la fin de la guerre en quelque sorte. Il pense qu'il peut achever à la fois et la République islamique et ses proxys et surtout les Hezbollah. Donc le fait que la France essaie de pousser pour un cessez-le-feu, je ne pense pas que ce soit vraiment la volonté israélienne en ce moment. Reprenons sur le discours d'Emmanuel Macron, Clovis, avec une autre annonce à retenir. Emmanuel Macron dit préparer une future mission purement défensive pour ouvrir le détroit d'Ormuz, ce bras de mer là, qui est pour l'instant paralysé par les gardiens de la Révolution. Oui, à terme, le président de la République souhaite mobiliser 8 frégates, 2 porte-hélicoptères et le porte-avions Charles de Gaulle, qui est vraiment le fleuron de la marine française,
pour des opérations en Méditerranée orientale, en mer Rouge et pour le détroit d'Ormuz. Alors, la France ne fera pas cela seule, elle le fera avec des pays de l'Union européenne. Il faut savoir que l'Union européenne a déjà cette opération Aspides en mer Rouge pour sécuriser cette mer avec du transport maritime. Tout cela suite à des années de combats, d'attaques des milices houthis du Yémen. Après, il y a le détroit d'Ormuz. Pourquoi ? Parce qu'il y a du pétrole, il y a du gaz, et c'est très important pour les économies européennes de se protéger en quelque sorte, parce que la crise économique, elle peut arriver. On l'a vu en France déjà, le prix de l'essence qui ne cesse d'augmenter, avec peut-être des distributeurs qui prennent un peu des libertés dans l'augmentation du prix. Mais en tout cas, pour la France, il s'agit d'envoyer des navires avec d'autres pays pour sécuriser ce détroit d'Ormuz, qui est de facto à l'arrêt complètement. Vous allez me dire, c'est un peu compliqué actuellement avec les combats entre l'Iran, les missiles, les drones. Comment faire ça ? Emmanuel Macron, il prend des précautions. Il dit, on va attendre un petit peu que ce soit moins chaud, que le conflit se soit un petit peu calmé pour y aller. Et on escortera, on défendra les porte-conteneurs, les tankers qui transportent du pétrole. On le fera avec d'autres pays, mais de manière purement pacifique. Ça, c'est un mot qu'il a employé. Et défensive, ça revient dans ça fait partie de cette stratégie de la France, comme des Britanniques et d'autres pays européens, purement défensive. C'est-à-dire, on défend nos pays alliés, les monarchies du Golfe qui se font attaquer par les drones et les missiles iraniens, mais on n'attaque pas sur le sol iranien. On ne vise pas des cibles iraniennes. Vous voulez rajouter quelque chose sur le détroit d'Ormuz qui pénalise l'Europe, mais pas seulement, et l'Asie aussi en particulier. C'est un peu... déjà, c'est bien cette volonté de vouloir sécuriser le détroit, mais j'ai envie de dire que si on attend que les combats se calment, ça sera déjà un peu tard. De toute façon, les alliés de la France dans le Golfe Persique, donc les pétromonarchies, sont déjà sous les missiles, et ça depuis plus d'une semaine. Les dégâts ont déjà été faits dans une certaine partie, et le fait que, le président de la République dit qu'on va attendre pour après escorter et stabiliser un peu la situation plus tard. Là, on est surtout avec l'élection de Mojtaba Khamenei, on en a facilement pour quelques semaines encore de combat. Donc, c'est cette idée d'attendre que ça se stabilise, ça se calme avant d'intervenir. Je pense que de toute façon... Moi, j'ai une petite question pour vous. Oui. Vous pensez que la Chine peut faire pression ? Parce qu'on sait que la Chine, c'est un allié de l'Iran. Oui. On sait qu'il y a énormément du pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz qui pourrait servir à la Chine. Est-ce que vous pensez que la Chine a intérêt ou va tout simplement essayer de peser sur le débat ? Déjà, pour l'instant, la Chine se fait très prudente dans le cadre de ce conflit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà une tendance des tankers qui veulent passer par le détroit de, en fait, se déclarer comme étant chinois. Donc ça, c'est quelque chose, on a déjà vu quelques exemples. Et effectivement, c'est un peu le seul acteur... Et qui ont réussi à passer ou pas ? C'est très anecdotique. De toute façon, comme il y a eu des frappes des Pasdaran contre des navires qui voulaient passer, effectivement, c'est très risqué. Et donc, la flambée des prix qu'on voit, c'est le fait qu'en fait, c'est à l'arrêt. Et vous avez même la production dans les pays producteurs, notamment l'Irak, qui est de plus en plus à l'arrêt. Et il y a déjà des déclarations de force majeure, par exemple, qui ont été faites au Koweït. Mais effectivement, si la Chine voit que ça continue, donc là, ils ont déjà perdu un fournisseur avec le Venezuela, en quelque sorte, avec l'intervention de Donald Trump en début d'année. Si l'Iran s'y ajoute, c'est pas, disons, les principaux fournisseurs. La Chine a d'autres fournisseurs de pétrole, mais effectivement, c'est un peu gênant sur le plan économique. Et éventuellement, c'est un des seuls acteurs sur la scène internationale qui peut encore jouer de ses entrées à Téhéran. De toute façon, l'Iran, c'est un pays très isolé en ce moment. À part les Russes et les Chinois, il n'y a pas d'autres acteurs sur la scène qui peuvent éventuellement essayer d'intervenir. Alors, on attend maintenant l'arrivée d'Emmanuel Macron sur le porte-avions Charles de Gaulle. Le président a également confirmé la présence de la frégate Languedoc. On n'est pas les seuls sur zone, pas les seuls pays européens. Le président français n'était pas seul. Il est venu avec le Premier ministre grec. Et il y a eu cette déclaration à la presse avec le grec et aussi le président chypriote. Oui, les Grecs, depuis le début, sont très actifs, forcément. Ils ont envoyé des frégates, mais ce ne sont pas les seuls. Les Italiens aussi ont envoyé une frégate. Et il y a quelques jours, on recevait un message de l'entourage du président pour nous dire ce matin, le président de la République s'est entretenu avec Giorgia Meloni, la première ministre italienne, et avec le premier ministre grec pour
coordonner les efforts militaires dans la zone pour Chypre, mais aussi pour sécuriser les échanges, le transport maritime en mer Rouge. Donc c'était déjà le cas il y a quelques jours. C'était vraiment un sujet qui était au cœur des discussions européennes. Et puis, il y a aussi l'Allemagne qui a envoyé un navire qui est arrivé à Chypre. Il y a l'Espagne qui annonce l'envoi aussi. Et puis, bien sûr, il y a les Britanniques. Bon, les Britanniques, a priori, leur navire est encore bloqué à Portsmouth. Ça fait beaucoup de bruit, ça, à Londres. Hein, ça fait beaucoup de bruit. Alors, j'ai lu dans la presse spécialisée mer, conflit, que ce serait pour un problème de maintenance. Et depuis qu'ils ont privatisé, alors c'est à prendre avec des pincettes, mais a priori depuis qu'ils ont privatisé le système de maintenance, eh bien ça fonctionne pas à plein régime et donc ils ont perdu énormément de temps. Mais les Britanniques ont quand même envoyé des armes, ils ont des systèmes aériens, anti-aériens, ils ont 2 bases sur l'île et c'est forcément important. Alors juste pour un mot pour l'Europe, pourquoi c'est important ? Quand Chypre est attaqué, c'est l'Europe qui est attaquée. Et pour l'Europe, on l'a dit, détroit d'Ormuz, mais aussi les répercussions économiques sur l'Europe sont énormes. Et c'est pour ça que les Européens doivent se mobiliser, déjà pour soutenir un pays membre, Chypre, mais aussi parce que le continent est affecté économiquement. J'ajoute qu'il y a un second missile qui a été tiré par l'Iran et détruit par l'OTAN dans l'espace aérien turc. C'est la deuxième fois que ça arrive depuis le début du conflit. Pourquoi cette mise sous tension ? Quelle est la stratégie iranienne là ? Donc, globalement, la stratégie iranienne est assez complexe dans le sens où ils avaient déjà mis en place une stratégie d'embrasement régional avant la mort d'Ali Khamenei, donc les guides défunts qui a été tué par les Américains et les Israéliens le 28 février. Lui, il avait décrit que en cas de conflit, même si moi, donc Ali Khamenei, même si je suis éliminé, en fait, plutôt que de cibler comme dans la guerre de 12 jours, en juin dernier, que Israël, en fait, on va cibler toutes les bases américaines de la région. Donc, ça implique directement tous les pays voisins, l'Arabie, les Émirats, Bahreïn, surtout, etc. Mais donc, y compris l'OTAN. Y compris l'OTAN, parce qu'il y a la base d'Injalik en Turquie. Oui. Donc, à la base, l'Iran a nié, et même la Turquie a essayé de nier qu'en fait, cette missile, la première qui a été envoyée, ciblait vraiment le territoire turc. Ils disaient que non, ça ciblait des cibles en Méditerranée, donc on peut parler de Chypre ou des navires américains. Et d'ailleurs, ça a été intercepté par un navire américain de mémoire, la première missile. Mais on voit que les Pasdaran, qui ont pris globalement les pleins pouvoirs en Iran depuis la mort d'Ali Khamenei, eux, ils avaient mis en place une stratégie de mosaïque depuis plus de 20 ans. Et c'est leur mot, mosaïque. Donc, ce qui veut dire que même si le commandement central est éliminé ou impacté, que les unités peuvent jouer d'une certaine indépendance pour, en fait, choisir eux-mêmes leur cible, leur frappe. Et on l'a vu en Oman, par exemple, qui a été ciblé à plusieurs reprises, même si ce n'était pas la volonté, disons, du pouvoir central, mais c'est parce que ces unités ont cette indépendance et cette autorité, en fait, de choisir eux-mêmes des cibles. Et d'ailleurs, c'était le sujet du discours de Massoud Pezeshkian, donc le président iranien, samedi dernier, qui s'est globalement excusé auprès de voisins et qui... ça ne servait à rien, en tout cas, il a été désavoué, quoi. Tout à fait, par tous les autres membres du gouvernement iranien. Donc voilà. Il s'est excusé parce que les Iraniens avaient frappé les pétromonarchies, quoi. Globalement, il a dit, on s'excuse et on ne va plus vous frapper à condition qu'il n'y a pas de frappe en fait de votre territoire. Donc ça veut dire qu'à condition que les bases américaines soient mises hors service. Donc évidemment ça a été désavoué comme vous avez dit vous-même. Mais oui, donc on voit en fait cette stratégie d'impliquer tous les pays voisins pour effectivement rajouter la pression surtout sur les États-Unis. Pour éventuellement mettre... Vous parliez de la Turquie qui a envoyé il y a quelques heures 6 F-16 dans leur partie, dans la partie turque de Chypre. Et là aussi, c'est un acte de mobilisation, alors que, comme vous l'avez dit, ils ont intercepté un deuxième missile, donc ils sont aussi déployés à Chypre. Alors ça, on en parlera avec Ludovic de Foucauld dans la journée à 17h. Prenez rendez-vous. Un dernier mot sur Chypre. Peut-être qu'on a une carte. Parce qu'on a beaucoup parlé de Chypre. Île. En mais fait, montrons où se trouve Chypre. Donc c'est au large du Liban. Exactement. Île stratégique qui peut servir de base arrière pour cette guerre au Moyen-Orient. Par exemple, et en regardant une carte, on va très vite comprendre que c'est un lieu stratégique face au Liban, 220 km à peine, les côtes libanaises. Face à Israël aussi, et à vol d'oiseau, à 1200 km de l'Iran. À quoi ça pourrait servir cette île ? De base arrière, base militaire, mais aussi peut-être
à rapatrier, avec toutes les frégates qui sont déployées, des frégates européennes, on en a parlé, qui sont déployées dans la zone, ça pourrait aider à rapatrier des ressortissants, pas seulement français. C'est vrai qu'il y en a 400 000 qui vivent actuellement au Moyen-Orient, pas forcément que des Français, mais aussi des Européens, et pourquoi pas des civils libanais, parce que actuellement les combats font rage. Israël pilonne Beyrouth, a vidé des quartiers entiers. On parle de centaines de milliers de Libanais qui sont déplacés. Peut-être que certains civils, s'ils ne savent pas où ils peuvent aller, peut-être qu'ils pourront être rapatriés. En tout cas, priorité serait a priori donnée pour des ressortissants, mais c'est des ressortissants européens, mais c'est une des possibilités. Et puis, il faut aussi dire que ce matin, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a été interrogé sur l'utilité de la visite d'Emmanuel Macron à Chypre. Le but de tout ça, est-ce que la France peut vraiment peser? Jean-Noël Barrot a quand même répondu que de nombreux observateurs sous-estiment le fait qu'il y a une forte préoccupation et une attente des alliés français, Liban, mais aussi Chypre, Émirats arabes unis, Qatar, Koweït, sur la situation. Pour finir, moi je parlais avec une expatriée française il y a quelques jours qui se trouve actuellement au Koweït. Je peux vous dire qu'elle entend des sirènes tous les jours, toute la journée, extrêmement inquiète. Elle est obligée de rester dans des abris. Elle ne peut pas être rapatriée. Et ça, c'est une question qui va nous animer, qui va agiter le débat dans les prochains jours. Toujours ce problème de rapatriement. Elle, comme de nombreux ressortissants étrangers, on va dire, parce que c'est pas que français, des étrangers bloqués dans la zone qui n'arrivent pas à être rapatriés, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de vols affrétés par leur pays et aussi pas assez de vols commerciaux avec des espaces aériens très souvent fermés. Merci beaucoup Clovis pour les principales annonces d'Emmanuel Macron tout à l'heure à Chypre.